Retour sur le plateau du stand du pavillon d'honneur d'Expo Langue de 2012, d'Expo Langue, pardon, et nous allons maintenant donner la parole à ceux qui permettent au peuple, aux cultures de se comprendre, aux traducteurs, aux interprètes. Et pour ça, je vais d'abord passer la parole à une femme que vous connaissez tous et qui justement transmet la parole. Elle essaye, en tout cas. Merci Jérôme. Avec nous, qui interviendront bien sûr donc sur cette table ronde, passeur de mots, passeur d'idées, Sarah Borde. Vous êtes interprète de conférences, vous faites partie de l'Association internationale des interprètes de conférences laïques. Merci d'être là. Avec nous également Marco Benedetti, vous êtes directeur général de l'interprétation à la Commission européenne. Merci. Également parmi nous, Marie Merriot-Brichoux, vous êtes directrice de l'Institut de Management et de Communication Interculturelle, je vais y arriver. Et enfin, Didier Ruyer, vous êtes traducteur indépendant. Alors, passeur de mots, passeur d'idées. Elle, il, ce sont ces voix que l'on entend souvent, qu'on nous donne à entendre pour comprendre ou essayer de comprendre ce que disent les grands de ce monde. Elles, ils, ce sont aussi ces gens qui se cachent derrière les sous-titres, qui défilent en bas du grand écran. Bref, je veux parler des interprètes, des traducteurs. Est-ce que déjà, vous pouvez nous expliquer la différence? Qu'est-ce qu'un interprète? Qu'est-ce qu'un traducteur? Les différences sont nombreuses. Marco Benedetti. Bonjour. Écoutez, c'est très simple. L'interprète, c'est la traduction orale. Le traducteur, c'est la traduction écrite. Les interprètes sont ceux que vous voyez parfois dans les cabines lors des grandes réunions internationales, derrière les vitres. Les traducteurs, généralement, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont dans leur bureau, ils traduisent les textes. Ce sont deux professions qui sont des professions linguistiques, mais qui sont profondément différentes. Le traducteur doit être très précis, il doit fournir un texte écrit, il a généralement le temps pour le faire. L'interprète n'a généralement pas le temps d'être pointilleux parce que c'est en simultané et donc il faut qu'il trouve des solutions immédiates. J'espère que ça vous éclaire pour les différences des deux professions. C'est très précis. C'est tout à fait précis. Sarah Borde, vous qui êtes à l'AIC, l'Association internationale des interprètes de conférences, vous qui êtes interprète, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la description de votre métier? La confusion, c'est vrai, on l'a fait souvent entre traducteur, interprète. C'est vrai que c'est souvent le terme de traducteur qui est utilisé de manière générique par le grand public. La distinction vient d'être faite par Marco Benedetti. Les interprètes n'interviennent qu'à l'oral. Ils permettent la communication orale entre des personnes ou des groupes de personnes qui s'expriment dans des langues différentes et qui ne pourraient donc pas se comprendre sans l'intervention de l'interprète ou des interprètes. Est-ce que leur formation est la même? Non, la formation est distincte. Ce sont des cursus différents. En tous les cas, en France, pour ce qui est de l'interprétation de conférences, c'est une formation qui intervient au niveau d'un master. Après donc un premier cycle qui peut être un premier cycle fait en langue, une licence de langue, mais pas exclusivement, loin de là. On peut très bien avoir une formation en économie ou en droit avant de à partir du moment où on a bien entendu les compétences linguistiques qui sont très élevées, puis se spécialiser et apprendre les techniques d'interprétation qui sont bien spécifiques à ce métier. Vous, quelles sont les langues que vous pratiquez? Alors, ma langue maternelle, ce qu'on appelle dans notre jargon la langue A, c'est le français. Ma deuxième langue active, pour reprendre toujours le jargon des interprètes, la langue B, c'est l'anglais. Et puis, je comprends très très bien deux autres langues qui sont l'allemand et l'espagnol que j'interprète vers le français. Et ça vous arrive de rêver en anglais, en espagnol, dans d'autres langues que votre langue A? Ça m'arrive, essentiellement dans mon autre langue active. Didier Ruyer, vous qui êtes traducteur indépendant, est-ce qu'il vous arrive également de rêver dans d'autres langues ou pas? En anglais, assez souvent, oui. Ça peut paraître très prétentieux comme ça, mais oui, c'est des choses qui arrivent. Ça change vos rêves? Non, ça les change pas spécialement. Ça lui donne une autre dimension, plus linguistique, on va dire, oui. Alors vous avez une contrainte dans votre métier de traducteur, qui est la contrainte de la lisibilité. Oui, en effet, parce que je fais du sous-titrage. Et alors, je rejoindrai un peu ce que disait Marco Benedetti sur la différence entre les deux professions, traducteur et interprète.
parfois, c'est un peu plus flou que ça parce que le traducteur qui effectivement réalise une traduction à l'écrit, quand on travaille par exemple pour le doublage, la traduction certes elle est faite à l'écrit, mais elle est destinée à être interprétée par des comédiens. Donc on a quand même un souci, on accorde quand même un certain souci à l'oralité et à la façon dont le discours pourra être dit, lu et joué par les comédiens. Et dans le sous-titrage, on a une autre contrainte qui est la lisibilité, puisqu'effectivement un sous-titre ne doit pas durer plus longtemps que le temps de parole de l'acteur. Donc très souvent, on est obligé de condenser l'information, de l'adapter. Oui, parce qu'il y a 3 types de fonctions qu'on peut vous demander. Effectivement, travailler pour des sous-titres. Écrire pour quelqu'un qui va faire du doublage, voilà. Un comédien. Et il y a aussi, et là j'ai déjà mal à ma francophonie, pour faire du voice-over. Oui. C'est le dernier aspect de votre métier. Alors, le voice-over c'est un petit peu différent, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous avez très certainement tous vu puisque c'est principalement utilisé dans les documentaires où contrairement au doublage où la version originale disparaît totalement au profit du français si c'est doublé en français, dans le cas de la voice-over on enlève on diminue légèrement le son de la version originale, c'est-à-dire l'anglais, si c'est une version originale anglaise, persiste et par-dessus vous avez un comédien qui va lire ou un peu jouer le texte de l'adaptation. En l'occurrence, c'est beaucoup utilisé dans les documentaires parce que ça donne déjà à la base c'est beaucoup moins onéreux qu'un doublage parce qu'un doublage ça coûte très cher et surtout ça donne un côté un peu plus immédiat. Ça coûte toujours cher. Les comédiens coûtent toujours cher, ouais. Et les interprètes aussi. Mais et dans le cadre d'un documentaire, ça donne un côté un peu plus immédiat, un peu plus réaliste. Voilà. Est-ce que ça vous convient, l'intitulé de cette table ronde, passeur de mots, passeur d'idées, et peut-être qu'on pourrait aller plus loin, passeur de culture? Est-ce que ça correspond finalement assez bien au métier que vous faites chaque jour? Marie Mériot-Brichoux, on ne vous a pas encore entendu. Moi, je voudrais reprendre dans la différence qui avait été énoncée entre les traducteurs et les interprètes. Il y a une différence aussi, c'est que ce ne sont pas exactement les mêmes compétences qui sont en jeu. Et donc, on peut rencontrer dans l'école, par exemple, on rencontre d'excellents traducteurs qui seraient totalement incapables d'être formés à l'interprétation. C'est-à-dire que le mode de pensée est différent? Oui, ou plutôt les compétences qui sont mobilisées. Un traducteur, ça aime l'écrit, ça aime les mots, etc. L'interprète, il a besoin d'une immense rapidité. Il faut aimer le stress, ce qui n'est pas toujours le cas des interprètes. Donc il y a plein de qualités, de compétences et de savoir-être qui sont différents, ce qui fait qu'une des erreurs qu'on pourrait commettre, c'est que de croire que parce qu'on est un bon traducteur, on peut interpréter, voir si on sait interpréter, être capable de traduire des textes écrits complexes. Donc il y a aussi cette différence-là qu'il faut mettre en avant pour éviter les confusions après dans la formation. Même si tous nos étudiants rêvent de devenir interprètes quand ils arrivent dans l'école. Mais vous êtes bien passeur d'idées, passeur de mots et passeur de culture. Oui, tout va ensemble. Peut-être que vous pouvez nous parler de ça, de cet aspect-là. Je crois que Marco voulait intervenir peut-être. Marco Benedetti, qui travaille à l'Union européenne. Je voudrais revenir sur cette idée de passeur de culture. Ça, c'est vrai tant pour les interprètes que pour les traducteurs. Parce que c'est effectivement ce que un bon intermédiaire linguistique doit pouvoir faire. Se mettre dans la culture de celui qui l'écoute ou qui le lit. C'est fondamental. Vous avez même des comparaisons, des modes de dire, des idiotismes qui sont différents dans les différentes langues, mais vous devez être en mesure de connaître la culture d'arrivée aussi. Sinon, vous êtes simplement une machine à traduire. Et ça ne va pas du tout. Il faut que vous vous mettiez à la place de celui qui écoute ou de celui qui lit. C'est très important. Et ça vaut pour les deux métiers. Ça vaut pour l'interprète et pour le traducteur. Justement, Marie, vous aviez à ce sujet-là un petit exemple avec le mot team. Oui, en fait, c'est un idiotisme. On insiste sur le fait qu'un certain nombre de termes, par exemple, tout le monde croit que parce qu'il est en anglais, qu'il fait partie de l'utilisation commune des entreprises et compris de la même façon quelles que soient les cultures. Et c'est pas du tout ça, puisque certains mots, par exemple, comme team qui signifie équipe, enfin bon, ça dépend des contextes managériaux, mais pour une équipe en Espagne, en tout cas ce sont des Espagnols qui me l'ont raconté, ça se réfère effectivement aux copains de l'école, qui sont des gens qu'on garde toute une vie. Donc c'est les copains d'avant finalement, oui, c'est pas du tout l'équipe. On pourrait dire ça, c'est ça. Mais ça veut dire aussi que quand on croit qu'on utilise un terme qui est commun,
parce que, sous prétexte que c'est de l'anglais, ils sont référés dans la tête des gens dans une culture totalement différente, et donc, de fait, on peut croire qu'on se comprend et ne pas se comprendre du tout. D'où le fait que l'idée, non seulement, il faut pas séparer, je voulais juste dire, passeur d'idées, on sépare les mots parce que c'est bien pour le parler, mais c'est impossible pour un traducteur ou un interprète de séparer culture, idée, terminologie, tout est ensemble. Et c'est véritablement cela qui fait l'identité d'une langue et d'une culture par la même occasion. Sarah Borde, vous vouliez intervenir? Oui, je voudrais effectivement rebondir sur cette notion de passeur d'idées et d'insister sur le passage de sens. Les interprètes sont avant tout des passeurs d'idées. Ils sont là pour transmettre des messages, bien plus que des mots. Ça a toujours été le cas. L'interprète a toujours été à la recherche du vouloir dire de l'orateur pour bien transmettre ce qu'était son message pour l'auditoire. Je dirais que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que l'anglais est devenu très souvent dans les congrès, dans les colloques internationaux, la lingua franca, la langue véhiculaire, et que c'est une langue qui est maîtrisée à des degrés divers par les orateurs qui l'utilisent. Et aujourd'hui, si l'interprète se contente, on va dire, de traduire littéralement ce que dit l'orateur, on va tout droit au contresens, parce qu'il y a des calques, parce qu'il y a des emprunts dans la langue d'origine des orateurs, voire au non-sens si on s'en tient à la syntaxe qui est utilisée, parce qu'elle est très malhabile du fait de la mauvaise maîtrise de l'anglais. Donc cette recherche du vouloir dire, l'importance qu'on attache à la transmission du sens, elle est d'autant plus importante aujourd'hui que l'anglais est si utilisé dans nos conférences. Mais vous avez des exemples comme ça de mauvaises traductions qui auraient pu se faire et qui auraient eu des conséquences historiques, Bien politiques, sûr. Marco Benedetti? Il y en a une à l'ONU, Sarah. On a une excellente à l'ONU, Monsieur Benedetti. La résolution israélo-palestine sur Israël et la Palestine à l'ONU. On est dans le domaine de l'écrit et de la traduction. Dans la résolution 242, bon, c'était. Mais peut-être que vous avez. Moi, j'avais un exemple que j'étais en train de fabriquer moi-même, justement sur ces faux amis à travers l'anglais qui est soi-disant la langue commune. Alors, ceci est un portable. En allemand, ça s'appelle handy. Ils utilisent un mot anglais, handy, qui veut dire en anglais, qui veut dire maniable, qui veut dire confortable. Mais si l'allemand n'a pas une idée de la culture britannique, il croit parler anglais, quand il parlera anglais, il dira "You can call me on my handy", hein, et l'anglais ne comprendra pas, parce que ça n'a rien à voir. Donc voilà une espèce de comme un autre exemple bien connu, c'est le président de Réunion qui termine en disant il n'est pas anglophone de naissance et il est peut-être néerlandais et il dira we are very satisfied because we have hardly worked today. Alors hardly worked, c'est on a travaillé à peine en anglais. Mais lui, il voulait dire autre chose. Bon. Vous avez d'autres anecdotes, Marie-Mario Brichoux, liées à des... Spontanément, non, mais elles émaillent un petit peu les discussions des interprètes et des traducteurs. Je pense que tu pourrais raconter, Sarah, celle de la résolution, même si c'est de la traduction, parce que c'est un bon exemple. Celle de la résolution de l'ONU, une résolution, je crois, qui date de 1968 et qui est comprise de manière très différente selon qu'on la lit en français ou en anglais. Il faut savoir Elle concerne qu'à l'ONU, le conflit l'ensemble des israélo-palestinien. langues font foi. Toutes les langues officielles de l'ONU sont donc le français, l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois et l'arabe. L'ensemble de ces langues font foi. Ce sont les langues officielles à l'oral, ce sont donc les langues de l'écrit. Et l'interprétation qui a été donnée au retrait des territoires occupés a été différente par les juristes linguistes, selon si on s'est basé sur le texte français que sur le texte anglais. Et chaque langue a son propre génie, a sa manière d'exprimer les choses. Il a été dit pendant longtemps que le français était plus précis que l'anglais. On peut avoir des divergences d'avis sur le sujet, mais c'est vrai que chaque langue a sa spécificité. Et je voudrais donner d'autres petits exemples de faux amis qui sont liés à la langue d'origine dans laquelle les orateurs
interviennent et où l'interprète doit aller chercher au-delà de ces simples termes. Si un espagnol s'exprime très facilement, il va utiliser compromise en anglais et il n'est pas en train de chercher un compromis, mais il est en train de chercher un engagement. Les Français utilisent beaucoup le respect des delays et le respect des délais. Voilà, en le français. respect des délais, sauf que ça veut dire retard en anglais, etc., etc. Voilà, ce sont des exemples simples mais fréquents et tirés de la pratique. Mais alors vous qui êtes justement au cœur de ce passage de culture, de cet échange de culture, est-ce que vous avez le sentiment que la francophonie, que le français, l'usage du français plus exactement, est en recul? Est-ce que vous avez moins de demandes? Est-ce que vous sentez que progressivement on ne va vers qu'une seule langue véhiculaire, qu'une seule... Marco Benedetti peut-être. Dans les institutions européennes, le français effectivement a reculé ces dernières années, notamment après l'adhésion des pays du Nord en 95, la Suède, la Finlande, et encore plus après l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale, parce que c'est des pays où le français est très peu ou actuellement très peu pratiqué. Parce que ça, on le reproche beaucoup à la Commission européenne. Hein. Dans les débats qu'on a eu jusque-là depuis 2 jours, souvent on dit « Ah bah oui, mais ce qui est dommage, c'est que dans les institutions comme la Commission européenne, le français est en recul, alors qu'il faut au contraire qu'il se maintienne dans ces institutions-là pour que l'élite pratique encore. » Mais écoutez, la Commission européenne n'a pas le pouvoir d'obliger les gens à parler quelque langue que ce soit. Pour autant que ce soit une langue de l'Union européenne, ils sont autorisés à la parler dans les réunions. Hein, une des langues officielles. En revanche, ce que nous faisons, et mon service d'interprétation fait, c'est d'avoir assez d'interprètes francophones, puisqu'on parle de français, pour pouvoir couvrir toutes les demandes. Alors, il y a des institutions où le français est toujours présent, par exemple le Conseil des ministres. D'autres où il l'est moins, mais disons que c'est quand même la langue la plus parlée, juste après l'anglais. Hein? Maintenant, ce qui est peut-être différent, c'est dans l'apprentissage du français dans les pays non francophones, mais ça c'est une autre histoire. On peut en parler oui, après, il y a 23. Je voulais juste rappeler qu'il y avait quand même 23 langues officielles dans l'Union européenne. Ça représente à peu près combien d'interprètes à plein temps Pour parler de la direction générale que j'ai l'honneur de diriger et qui couvre toutes les institutions européennes, sauf le Parlement européen et la Cour de justice de Luxembourg, nous avons 600 interprètes fonctionnaires, donc à temps plein, et nous engageons entre 200 et 300 freelance chaque jour. Donc chaque jour, nous mettons au travail environ 800 interprètes dans une 60aine de réunions qui peuvent aller de 2 à 23 langues, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les langues Bien partout. sûr. Ça n'existe, il n'y a pas assez d'interprètes dans le monde pour couvrir ça. Est-ce que dans les instances internationales, européennes, mais aussi dans les entreprises, est-ce que cette dimension du passeur d'idées est suffisamment prise en compte, ou est-ce qu'on a toujours l'impression que un interprète, un traducteur, c'est juste quelqu'un qui se contente de traduire littéralement des propos? Marie. Oui, je pense que là on aborde un vrai sujet, parce que la dominance de l'anglais est une dominance économique. On oublie de temps en temps de savoir que les langues et les sujets sont reliés. Et en France, on a une espèce de complexe qui consiste à dire, si je veux montrer que je suis vraiment international, il faut que je parle anglais. Alors, n'importe quel anglais. On a eu des exemples assez significatifs du soutien de la langue française par un ministre de l'économie ou du budget que je citerai pas, enfin qui a été assez... Et ça, c'est catastrophique. Parce qu'un Français qui parle anglais, c'est d'abord un Français. Donc il parle anglais avec sa culture française, et il est en face d'un Allemand qui parle anglais avec sa culture allemande. Et on obtient des résultats absolument incroyables. Enfin, comme une anecdote que je vous avais racontée, des Français qui envoient un mail en anglais à un groupe de projets allemands avec qui ils travaillent, en écrivant: la réunion sur ce projet aura lieu tel jour à telle heure. Et les Allemands ne sont pas venus. Parce que pour un Allemand, même ayant compris, ils ont pris ça pour une information. Si vous convoquez un Allemand à une réunion pour travailler sur un projet, vous lui donnez l'ordre du jour, les documents qu'il doit apporter, etc. Et donc les Français ont continué à penser que les Allemands nous traitaient de haut,
que évidemment tout ça a été du mépris. Bref, on s'engage dans des situations rocambolesques où les gens se disputent sur des sujets qui ne sont même plus des sujets linguistiques et qui sont des sujets culturels par refus de prendre en charge la langue. Et je discute assez souvent, moi, avec des chefs d'entreprise, puisque dans l'école, on a des étudiants qui vont faire des stages chez eux, et ils découvrent, quand ils ont un étudiant de notre école, ils découvrent ce qu'est un traducteur, c'est-à-dire un véritable expert linguistique. Ils savent pas. Ils savent pas. Ils partent en Chine en disant c'est pas grave, on trouvera un interprète sur place. Ils ont juste oublié que le nombre de Chinois qui parlent français est infinitésimal et qui vont tomber sur n'importe qui aura un français médiocre ou un anglais médiocre. Donc il y a une vraie prise de conscience à avoir de l'importance que peut représenter un bon traducteur ou un bon interprète pour des négociations et des dimensions économiques. Didier Rullier, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, ce que dit Marie-Mario est très vrai, et c'est aussi vrai dans le domaine de la traduction. Où on souffre malheureusement d'un lieu commun qui veut que beaucoup de gens pensent qu'un traducteur, quand vous dites qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis traducteur, je fais des sous-titres. D'accord, mais quelle langue? De l'anglais. Mais c'est tout. Et voilà. Et en règle générale, on se heurte à ça. C'est-à-dire que les gens sont persuadés qu'à partir du moment où vous êtes traducteur, vous parlez 5, 6, 7 langues, surtout des langues rares. L'anglais, a priori, tout le monde le parle. Donc, globalement, ce que je fais, tout le monde est susceptible de le faire à partir du moment où il a un bon dico chez lui. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que on a fait 4 ans d'études. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on a étudié l'anglais jusqu'au bac ou peut-être un peu après et qu'on a, comme je le disais, un bon dictionnaire chez soi. Et c'est même pas parce qu'on a vécu 1 an à Philadelphie qu'on est capable de traduire. C'est déjà un peu mieux, mais bon, ça suffit pas. Surtout dans le domaine de la traduction audiovisuelle où vous devez rendre le contexte d'un film, la psychologie des personnages. On fera pas parler de la même façon un ado qui a grandi dans les quartiers difficiles de Manchester et une grande bourgeoise qui n'est jamais sortie de son hôtel particulier. Tout ça dans une lisibilité réduite de 25 caractères qui vous oblige en très peu de termes, en très peu de mots à traduire 3 phrases. Donc non, ça demande un savoir-faire, ça demande une expérience, ça demande une formation, une culture qui n'est pas que tout le monde n'a pas comme ça par défaut. Marco Benedetti, vous vouliez intervenir? Oui, je voudrais revenir sur cette idée, ce concept de passeur de culture, qui est très vrai. C'est très vrai. À l'heure où dans les réunions à grand régime linguistique, la plupart des participants parlent l'anglais, ou du moins ce qu'ils croient être de l'anglais, l'interprète doit comprendre non seulement l'anglais que cette personne parle, mais sur quel substrat culturel cela se greffe. L'anglais parlé par un Allemand n'est pas le même que l'anglais parlé par un Tchèque ou l'anglais parlé par un Maltais. Et donc, il faut connaître ces cultures-là pour pouvoir comprendre ce qu'il veut dire en anglais, cette personne. Et après, le rendre dans sa langue maternelle. Pour revenir à la présence du français, à laquelle je suis moi-même très attaché, même si je suis italien et donc je suis biculturel. C'est avant tout, il faut que les francophones parlent français. C'est ça. Il y a eu récemment une des rencontres les plus importantes au niveau de l'euro, un dîner où les chefs d'État et de gouvernement étaient à même de parler chacun sa langue maternelle, ce qui n'arrive pas toujours dans les salles à manger, parce que ce n'est pas une grande salle de réunion. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, ils étaient capables de le faire. Tout le monde a constaté que le niveau du débat et la richesse du débat était beaucoup plus élevée que quand la plupart de ces personnes étaient obligées de parler une langue qui n'était pas leur langue maternelle. Donc moi j'inviterais les Français, s'ils se plaignent que le français n'est pas assez représenté, la première chose qu'ils doivent faire, et je rejoins ce que Marie disait sur cette ministre, c'est de ne pas faire comme elle, c'est-à-dire de parler français, le français dans les réunions. Vous êtes en train de dire, Marco De Benedetti, que d'une certaine manière, la prédominance d'une seule langue, en l'occurrence l'anglais, peut conduire à un appauvrissement dès lors que tout le monde choisit de parler cette unique langue. Un appauvrissement du discours même. Un appauvrissement. Du message. Et même du niveau linguistique, parce qu'on se met au plus petit commun dénominateur.
Et est-ce que ça signifie également que d'une certaine manière, puisque tout le monde veut aujourd'hui parler l'anglais, même s'il ne le maîtrise pas, même s'il n'en connaît pas la culture, on a une forme de pensée unique qui est en train de se développer culturellement, une forme d'uniformisation culturelle? Moi, je répondrai à votre question de façon ambiguë. D'une certaine façon, on peut penser ça, sauf que l'anglais qui est parlé par tout le monde n'a aucun contenu culturel. Et c'est pas de l'anglais de culture anglo-saxonne. C'est une juxtaposition de terminologie anglophone appliquée à un sujet et portée par des gens venant de cultures différentes. Donc là, c'est vraiment un appauvrissement. Donc on est non seulement dans l'appauvrissement, mais on est loin de la culture. Et la difficulté, et je trouve que les interprètes, en tout cas dans les grandes réunions internationales, ont un mérite incomparable, c'est d'aller chercher la culture qui porte cette pseudo-langue. Or, quand vous prenez des entreprises, enfin nous à l'école on rigole, on dit que de toute façon vu le nombre de mots, c'est que les entreprises n'ont rien à se dire, parce que bon c'est tellement pauvre que je vois pas quel est le sujet. Simplement, le problème c'est quand vous êtes dans des négociations commerciales, le niveau d'anglais peut être différent, les cultures sont différentes, mettez un anglophone au milieu dont c'est la langue et il remporte le marché. C'est le seul qui sait de quoi il parle. Donc en fait, et en plus il y a une absurdité autour de ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre l'anglais. Ça veut dire qu'il faut l'apprendre en sachant avec modestie qu'on ne pourra pas négocier des choses complexes avec un anglais aussi pauvre et une culture qui n'est pas la même que celle de mon voisin. Moi, j'ai plein d'exemples d'étudiants qui se sont retrouvés dans des entreprises et qui ont sauvé des négociations par leur compréhension de la culture et de la langue d'origine, même si toute la négociation était en anglais. Donc ça, c'est plutôt un message fort à faire passer. Oui, ça c'est fort. Et puis les moyens financiers, si vous voulez, s'ils pouvaient arrêter de faire passer l'interprète après les fleurs, ça serait bien. Ouais, d'accord. Nous apprécierions beaucoup. Alors il y a quelque chose qui est émergent actuellement, c'est le recours aux traducteurs en ligne. À ces logiciels qui, alors là, comme n'importe quel moteur de recherche peut vous offrir aujourd'hui, le fait que quelqu'un qui a besoin d'envoyer un mail, plutôt que de recourir à quelqu'un qui connaît la culture, la langue, au-delà, pas seulement la langue, mais la culture, il va préférer passer par tel type de traducteur automatique en ligne. C'est une vraie menace pour votre métier ? Enfin, moi, je peux répondre parce qu'on forme nos étudiants à travailler justement sur de la recherche, sur ces moteurs de traduction. C'est pas une menace parce qu'une vraie traduction, c'est pas ça. Donc, le seul intérêt de ces systèmes, c'est qu'ils permettent de débroussailler le terrain. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une idée vague et très très générale du sujet dont il est traité, vous pouvez utiliser mais dès que vous voulez rentrer dans une compréhension, effectivement de ce qui est dit, alors là vous êtes perdu. Parce qu'il peut y avoir 5, 6, 7 solutions sur la même phrase, que votre moteur de recherche va en trouver une, et que c'est peut-être pas la bonne. Je voudrais ajouter quelque chose, encore une fois, faire la distinction avec l'interprétation. C'est vrai qu'en traduction, les traductions automatiques peuvent servir comme premier pas, parce qu'ensuite, il est possible d'avoir une révision. On a le temps. En interprétation, ce n'est pas possible. Il faut que ce qui sort soit immédiatement utilisable. Or, on est loin d'être là. Parce que la reconnaissance de la parole orale et pas écrite est infiniment plus difficile que la reconnaissance de la parole écrite. Il y a l'accent, il y a les sous-entendus, il y a les jeux de mots. À la limite, on n'en fait pas dans les réunions internationales, mais on pourrait de temps en temps. Et donc, il faut que disons, l'ordinateur qui pourrait faire de l'interprétation automatique doit être à un niveau vraiment d'ordinateur intelligent. Et on n'en est pas encore là. Je pense qu'il faudra 1 ou 2 générations avant d'y arriver. Donc l'homme ne remplacera pas la machine. La machine ne remplacera pas l'homme, pardon pour le lapsus. Je souhaiterais compléter sur ce dernier point, à savoir que l'interprète est là pour faciliter la communication. On parle donc de communication, et cette communication par l'intonation également. Et quelle que soit l'analyse qui pourrait être faite des discours prononcés en salle, par la voix humaine, vous complétez ce message. Vous apportez, ça fait partie intégrante du message. Et c'est ce que ne comprennent pas non plus un certain nombre de personnes qui s'expriment dans un anglais malhabile, outre les différents les arguments qui ont été présentés jusqu'à présent, ils ne sont pas aussi rapides et très souvent ils sont ennuyeux. Demandez à un anglophone
ce que représente pour lui d'assister à une réunion ou à une conférence qui, soi-disant, se déroule tout en anglais, presque pour lui faire plaisir, parce que lui, il est là, anglophone, et que l'anglais est devenu la langue reine, il vous dira qu'il s'ennuie à mourir, parce que le non-anglophone qui est obligé, ou se croit obligé de s'exprimer en anglais, n'a pas d'humour, ou s'il essaye de faire de l'humour, il le fait de manière lourde et maladroite, il n'a pas de vivacité, il n'a pas de subtilité, il manque de conviction. Donc très souvent... Il est dans son texte, il a du mal à sortir de son texte. Justement, à propos de la communication, avec la mondialisation, l'ouverture des frontières, les personnes venant de l'étranger sont de plus en plus nombreuses, les migrations sont de plus en plus nombreuses. Est-ce que votre métier est en train de se développer, notamment dans les services administratifs, dans les services de police, dans les hôpitaux? Je crois qu'il y a une étude qui a été faite en Israël, Marie Aubrichou, qui est très intéressante sur l'inutilisation et le manque d'utilisation. Enfin, ça met en lumière, en tout cas, des traducteurs et des interprètes. Voilà, il y a déjà des directives européennes qui vont sortir pour les tribunaux, la police et le droit à être compris et à se comprendre. Et l'étude israélienne qui avait été faite est une étude extrêmement intéressante puisqu'elle portait sur 700 malades diabétiques éthiopiens dont on constatait avec horreur qu'ils devenaient de plus en plus malades plus ils étaient soignés. Ce qui fait qu'ils ont fait une analyse et ils se sont rendus compte que 50% n'avaient rien compris à ce qu'avait dit le médecin et 82% rien compris à ce qu'avait dit le pharmacien. Ce qui fait qu'en plus c'est un problème de santé publique. Puisque ne pas comprendre, c'est devenir de plus en plus malade. Ne pas comprendre, c'est même mourir. Donc on est au cœur de sujets qui vont bien au-delà des questions économiques et du tout anglais, qui sont tout simplement de l'ordre du respect des droits de l'homme partout dans le monde. Un des autres exemples, c'est que Marco Benedetti pourra en parler, mais l'Afrique a 2000 langues différentes. Il n'y a pas de formation à l'interprétation et pas à la traduction en Afrique. Comment font-ils ? Peut-être qu'on va se tourner vers le public pour voir s'il y a des questions qui émanent, des questions ou des réflexions, des remarques dans le public. Est-ce que vous souhaitez intervenir pour compléter les propos ou poser des questions à nos invités? Alors nous continuons. Marco Benedetti. Alors juste un mot d'abord avant de parler de l'Afrique. Sur la formation des interprètes en Afrique. Avant de parler de l'Afrique, juste un mot pour... Il y a un gros parasite. Nous avons eu un souci. Est-ce que... C'est les Anglais. Marco de Benedetti Oui. signale que ce sont les Anglais. Est-ce que c'est les Anglais qui brouillent? Ouais. Alors, écoutez, je voulais juste ajouter un mot à ce que disait Marie Mériot sur la question des interprètes juridiques, les interprètes de communauté. Pour les interprètes juridiques, nous avons contribué avec une étude sur la formation des interprètes juridiques. Et ça fait déjà partie de la directive sur les droits de la défense. Donc chaque personne a le droit d'avoir un interprète dans un procès qui lui fait comprendre de quoi on parle. Et pour les interprètes de communauté, on vient de terminer avec l'aide de plusieurs instituts universitaires une étude sur justement quelle est la formation adéquate pour ces interprètes qui sont extrêmement utiles pour la société. Ça rejoint vraiment les droits de l'homme, hein. Bon, en Afrique, alors passons à l'Afrique. En Afrique, il y a une étude qui a été faite il y a 3 ans sur les formations linguistiques sur le continent africain. Quelle est la raison de cela? Ça a été fait à l'initiative des Nations Unies au siège de Nairobi. La raison étant que il y a de plus en plus d'institutions qui se développent en Afrique, hein, donc l'Union africaine, la Banque africaine de développement, ainsi de suite. Le développement d'institutions veut dire aussi l'augmentation du nombre de réunions et donc l'augmentation du besoin d'interprètes. Parce que dans toutes ces réunions, il y a l'une ou l'autre langue africaine, l'arabe et toujours le français et l'anglais. Comme il n'y a pas de formation ou pas assez de formation, il y en a 1 ou 2 qui sont sur le continent africain, la conséquence c'est qu'on vient chercher ces interprètes en Europe. Donc il est dans notre intérêt d'aider l'Afrique, non seulement pour qu'elle se développe, mais aussi pour que il n'y ait pas de pénurie globale d'interprètes de conférences. Et nous sommes engagés dans cette coopération. Je voudrais dire juste une chose,
Je regrette beaucoup qu'il n'y ait toujours pas de pôle francophone dans ce projet. Et pourquoi? J'en sais rien. Ce n'est pas faute de l'avoir Mais fait que passer fait le la message. francophonie? Je me le demande. Voilà. Nous poserons Non, la question. La francophonie fait beaucoup, mais disons que actuellement, il n'y a pas encore une candidature ou d'une université francophone africaine. Il y a des candidats francophones, mais ils sont quelques-uns à l'université de Maputo au Mozambique, d'autres au Ghana, mais il n'y a pas une université d'un pays francophone africain qui souhaite faire partie de ce réseau de formation. Et je lance un appel pour qu'il y en ait une, au moins. C'est à peine croyable puisque l'Afrique est le premier berceau de la francophonie d'une certaine manière. D'accord. Et vous, est-ce que vous avez des demandes de nouveaux pays qui font appel à vos services ou de nouvelles zones géographiques où on a besoin justement d'interprètes, de traducteurs francophones? Est-ce que vous observez ce mouvement-là? Écoutez, nous avons depuis longtemps, plus de 25 ans, une coopération avec la Chine. Depuis quelques années, il y a aussi des candidats qui ont le français. Parce que on s'est rendu compte, mais ça on s'en est rendu compte dans le monde entier, que comme on dit en English is not enough. Donc l'anglais c'est bien, mais c'est pas suffisant. Hein? Et donc les entreprises, les petites et moyennes entreprises britanniques elles-mêmes se sont rendues compte, il y a eu des études économiques, qu'ils perdent ou sont en train de perdre 10 à 15% des marchés parce que leurs entreprises sont monolingues, sont seulement anglophones. Donc vous voyez, je crois que la langue qui est demandée après l'anglais, c'est le français évidemment. Marie ? Oui, je voulais intervenir. La Chine est un pays intéressant parce qu'ils se sont ouverts il n'y a pas très longtemps au monde entier. Le monde entier est arrivé très très vite. Et là-bas, ils parlaient chinois et encore cantonais, mandarin, etc., des langues différentes. Donc ils ont mis un effort considérable à la mise en place de formation. Ils ont commencé par l'anglais, business oblige, mais ils sont maintenant en train de développer du français. Nous avons signé un double diplôme avec une université à Pékin, justement pour former des gens qui ont une vraie formation de traducteurs et d'interprètes. Je vais revenir fortement là-dessus. Il y a une vraie différence entre quelqu'un qui est formé, qui est un linguiste, et quelqu'un qui maîtrise les méthodologies de la traduction et de l'interprétation. Là-dessus, il y a des règles de formation. Il faut 5 ans pour former quelqu'un correctement à ces métiers-là, et encore. Et du coup, nous avons trouvé une université en Chine qui avait décidé d'appliquer ces mêmes types de formation. Ils se développent, mais ça se développe aussi vite que ça se développe en Chine. C'est-à-dire que le nombre de francophones qui commencent à arriver sont importants. Un des autres, je ne parle pas que de la Chine, mais moi, ce que j'ai trouvé très dommage, c'est la disparition de l'enseignement du français à dimension d'experts linguistiques comme les nôtres, dans certains pays qui étaient traditionnellement des pays pour lesquels la langue française était une langue prioritaire. Je pense à la Russie, par exemple, où les départements francophones se plaignent de la désertion des étudiants pour la langue française, là aussi pour des questions de pression économique qui me paraissent totalement contradictoires avec l'intérêt bien compris des relations économiques dans le monde. Mais oui, ça, c'est une vue le côté à universitaire, court terme, parce que on constate de plus en plus, il y avait d'ailleurs la semaine dernière dans le Monde de l'économie un article qui disait que l'usage d'une seule langue peut se traduire par une perte de résultats nets pour l'entreprise. D'abord parce qu'il y a une incompréhension entre les différentes filiales, entre les différents partenaires, et parce que pour faire des affaires, il faut pouvoir parler la langue du pays où on va vendre aussi. Donc à terme. Oui. Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire je pense qu'il y a aussi une difficulté. J'ai entendu tout à l'heure dire que le français est une langue de culture, etc. Je ne veux pas me faire des ennemis avec mes amis des GLF qui sont derrière. Non, s'il vous plaît, on en a déjà assez. Considérer que le français n'est que une langue de culture véhiculant des valeurs, c'est se tromper. Si on ne dit pas qu'on véhicule aussi de l'économie, du business, etc., on ne développera pas. On n'est pas là exclusivement pour former des Chinois qui vont visiter le Louvre en comprenant ce qu'il y a écrit. Non, d'ailleurs, la demande des Chinois, elle est très liée justement au fait qu'ils sont en train de se développer sur le continent africain pour faire des affaires.
Et vous disiez aussi sur les relations parfois dans les entreprises. Hier, on avait l'exemple d'une syndicaliste de la CGT qui s'est battue dans une entreprise française, la GEM, qui a été rachetée par un grand groupe américain, où le fait qu'on impose la langue française, c'est d'abord traduit par un appauvrissement, mais même des dangers, puisqu'ils produisaient des appareils médicaux où les problèmes d'interprétation de traduction faisaient qu'il y avait des erreurs ensuite dans la fabrication des machines qui pouvaient se traduire par des conséquences pour la santé publique. Pour répondre à votre question, l'AIC, bien entendu, avait une impression subjective sur les langues qui sont utilisées dans les congrès et les colloques privés. Les langues qui sont utilisées dans les organisations internationales, on les connaît, mais sur le marché privé, c'était plus subjectif. Et avec justement le soutien de la DGLFLF et des écoles d'interprétation parisiennes, entre autres, une étude appelée le Linguascope vient d'être menée, qui va permettre de connaître les langues qui sont utilisées en France dans les congrès et les colloques internationaux, et le décalage qu'il peut y avoir entre quelquefois la demande de langue et les langues qui sont in fine utilisées. Ces résultats vont être disponibles dans un mois, donc je vous donne rendez-vous de nouveau dans un mois où il y aura une étude affinée donc de ces langues. Mais bien entendu, il ressort d'ores et déjà que cette impression subjective que l'anglais était la langue dominante est confirmée au-delà même du français, c'est-à-dire que dans les colloques internationaux qui sont organisés en France, il y a encore plus d'anglais que de français, ce qui est quand même dommage. Marco de Benedetti, un mot de conclusion peut-être, enfin à moins que vous ayez encore une petite chose à rajouter. En guise de conclusion, ou peut-être pas encore, mais je voudrais dire que la traduction au sens large, que ce soit la traduction ou l'interprétation, n'est pas un mal nécessaire. Je pense que c'est un enrichissement. C'est un enrichissement, c'est un échange culturel avant tout, et donc c'est un enrichissement pour toutes les parties. Et pour reprendre une citation de mon célèbre compatriote Umberto Eco, il dit « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». Moi, je dirais la langue du monde, c'est la traduction. Je pense que c'est vrai. C'est une belle phrase pour terminer cette table ronde. C'est un très très beau message qui laisse une belle espérance pour vos métiers, vos deux métiers très différents comme nous l'aurons compris au cours de ce débat. Merci Sarah Borde, merci Marco De Benedetti, merci Marie Brichoux, excusez-moi, Mériot Brichoux et merci Didier Hurlier. Donc pour votre participation à ce débat sur les passeurs de mots, passeurs d'idées et comme nous l'avons bien compris, passeurs de culture. Nous vous souhaitons un excellent salon, Expolang 2012. Je voudrais profiter de cet instant pour rappeler aussi qu'il y a une table ronde cet après-midi qui se tient à 14h, salle Duras. C'est France-Québec, comment assurer le rayonnement de la culture de la langue française dans l'univers numérique. On l'a à peine évoqué à travers la question des traducteurs en ligne. Là, je pense qu'on ira beaucoup plus loin avec notamment Xavier Darcos, le président de l'Institut français. Merci Dominique Larrey. Merci Jérôme. À bientôt. C'est un plaisir d'être à vos côtés. Et donc, on se retrouve cet après-midi où justement on va parler de l'univers numérique dès 14h pour parler du français dans l'usage des blogs. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit à tous. Passez une très bonne journée et un très bon salon.